Il s'agit de cela dans le cas de l'hystérie. Ce dont il s'agit, c'est de la crise de pleurs. Tout est calculé, réglé, comme buté sur den anderen, sur l'autre. C'est-à-dire avant tout, dit-il, cet autre préhistorique, inoubliable, que personne plus tard n'atteindra jamais plus. Ici, nous trouvons articulé ce qui, en somme, nous permet, dans une certaine visée, une première approximation de ce dont il s'agit dans la névrose, de comprendre le corrélatif, le terme régulateur. Si, effectivement, l'action spécifique qui vise à l'expérience de satisfaction est une action dont la fin est de reproduire l'état, de retrouver das Ding, l'objet, nous comprendrons bien des modes de ce qui est le comportement névrotique, de la conduite de l'hystérique, si tant est qu'il s'agit, dans la conduite de l'hystérique, de recréer un état centré par l'objet, en tant que cet objet, das Ding, est le centre et le support d'une aversion, comme Freud l'écrit quelque part. C'est en tant que l'objet premier est objet d'insatisfaction que s'ordonne, s'organise l'ère Leibniz spécifique de l'hystérique. Et c'est aussi pour autant par une différence, une distinction, une opposition que Freud a vue, la première, et qui n'a pas lieu d'être abandonnée, que dans la névrose obsessionnelle, cet objet, das Ding, par rapport à quoi s'organise l'expérience de fond, l'expérience de plaisir, est un objet, Freud l'a très bien perçu, cela a été sa première aperception de la névrose obsessionnelle, un objet qui littéralement apporte trop de plaisir. Si vous regardez dans ces cheminements divers, dans tous ces ruisselets, le comportement de l'obsessionnel, ce qu'il indique et ce qu'il signifie, ce comme quoi il apparaît sujet lui-même, c'est toujours ce quelque chose qui se règle pour éviter, en fin de compte, ce qu'il voit souvent assez clairement comme étant le but et la fin de son désir. Et pour l'éviter d'une façon dont la motivation est somme toute extraordinairement radicale, puisque effectivement le principe du plaisir nous est donné pour avoir un mode de fonctionnement qui est justement d'éviter cet excès, ce trop de plaisir. Et pour aller vite, et aussi vite que Freud va dans ses premières aperceptions de la réalité éthique à proprement parler, en tant qu'elle fonctionne dans celle du sujet auquel il a affaire, n'oubliez pas que dans une des références que je vous ai apportées, et que je n'ai pas immédiatement sous la main, pour ces trois termes, et que je vous donnerai la prochaine fois et très facilement, la position du sujet dans les trois grandes catégories que Freud discerne d'abord, hystérie, névrose obsessionnelle et paranoïa. Dans la paranoïa, chose curieuse, Freud nous apporte ce terme que je vous prie de méditer dans son jaillissement primordial, Versagen des Glaubens. À ce premier étranger, par rapport à quoi le sujet a à se référer d'abord, le paranoïaque n'y croit pas. Cette mise en fonction du terme de la croyance me paraît même être accentuée dans un sens moins psychologique qu'il n'apparaît au premier abord. Je veux dire que ce mode de rapport, le plus profond de l'homme par rapport à la réalité, qui s'articule dans le terme de la foi, c'est là ce qui m'apparaît intéressé dans ce que Freud signale, désigne comme l'attitude la plus radicale du paranoïaque. Et il me semble qu'ici vous pouvez voir avec quelle facilité se fait le lien avec ce cri d'une autre perspective, celle qui vient à la rencontre de celle-là.
Je vous l'ai déjà désigné en vous disant que ce qui fait le ressort de la paranoïa est essentiellement rejet d'un certain appui dans l'ordre symbolique. De cet appui spécifique autour de quoi peut-être, nous allons le voir, nous verrons, dans les entretiens qui suivront, se faire la division en deux versants de ce rapport à Das Ding. Si Das Ding est originellement ce que dont nous appellerons le hors signifié, c'est en fonction de cet hors signifié et d'un rapport pathétique grâce à quoi le sujet conserve sa distance, se constitue dans ce mode de rapport, d'affect primaire, antérieur à tout refoulement, qui est ce autour de quoi toute la première articulation de l'Entwurf se fait. Le refoulement, ne l'oublions pas, faisant encore pour lui à ce niveau problème, et tout ce qu'il dira dans la suite du refoulement n'étant rien d'autre, ne pouvant être même compris, conçu dans son extraordinaire raffinement, que comme une espèce de besoin, de nécessité, de comprendre ce que peut être spécifiquement le refoulement par rapport à toutes les autres formes de défense. Eh bien ici, c'est par rapport à ce Das Ding originel que se fait cette première orientation, ce premier choix, cette première assise de l'orientation subjective que nous appellerons à l'occasion Neurosenwahl, le choix de la névrose. Cette première mouture réglant désormais toute la fonction du principe du plaisir, ce qui va nous rester à voir, c'est de voir que c'est à la même place que vient s'organiser ce quelque chose qui est en quelque sorte l'opposé, l'envers et l'identique. C'est à savoir ce qui, au dernier terme, se substitue à cette réalité muette qu'est Das Ding, à savoir la réalité qui commande, qui ordonne ce qui en fin de compte pointe, si vous voulez, dans la philosophie de quelqu'un, qui mieux qu'aucun autre a entrevu la fonction de Das Ding, tout en ne l'abordant que par les voies, les essais de la philosophie de la science, à savoir Kant. C'est à savoir que c'est en fin de compte qu'il est concevable que ce soit comme trame signifiante pure, comme maxime universelle, comme la chose la plus dépouillée de relation à l'individu, que doivent se présenter les termes de Das Ding. C'est là que nous devons, avec Kant, voir le point de mire, le point de visée, le point de convergence selon lequel se présentera une action que nous qualifierons de morale et dont nous verrons combien, paradoxalement, elle se présente elle-même comme étant la règle d'un certain Gut. Mais pour aujourd'hui, je ne veux qu'insister sur quelque chose qui est que la chose ne se présente à nous que pour autant qu'elle fait mot, comme on dit faire mouche, que la façon dont l'étranger et l'hostile apparaissent dans la première expérience de la réalité pour le sujet humain, que la façon dont ils se présentent dans le texte de Freud, j'y ai insisté, c'est le cri. Ce cri, je dirais, nous n'en avons pas besoin. Et ici, je voudrais vous faire référence à quelque chose qui est plus inscrit dans la langue française, chaque langue a ses avantages, qu'elle ne l'est dans la langue allemande. Dans la langue allemande, das Wort est à la fois le mot et la parole. Le mot mot, dans la langue française, ne l'oubliez pas, a un poids et un sens particulier. Mot, c'est essentiellement point de réponse, mot, comme dit quelque part La Fontaine. Mot, c'est ce qui se tait. Mot, c'est justement à quoi aucun mot n'est prononcé. Les choses dont il s'agit
et que certains pourraient m'opposer comme étant par Freud mise à un niveau supérieur à ce monde des signifiants, dont je vous dis ce qu'il est le véritable ressort d'un fonctionnement dans l'homme du processus qualifié de primaire, mais ces choses sont des choses en tant que muettes, et des choses muettes, ça n'est pas tout à fait la même chose que des choses qui n'ont aucun rapport avec les paroles. Je ne vous prie que d'évoquer une figure qui, je pense, sera vivante à tout un chacun d'entre vous. C'est la figure du terrible muet qu'il y a dans les 4 Max Brothers. Harpo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut poser une question pressante, plus présente, plus prenante, plus chavérante, plus nauséeuse, plus faite pour jeter dans l'abîme et le néant tout ce qui peut se passer devant lui, que la figure marquée de ce sourire, dont on ne sait si c'est celui de la plus extrême perversité ou de la niaiserie la plus complète, qui est celui d'Harpo Marx. À lui tout seul, ce muet suffit à supporter l'atmosphère de mise en question, d'anéantissement radical qui est celui qui va faire la trame, l'objet de la formidable farce du jeu de jokes non discontinu qui donne toute la valeur de tout cet exercice. Mais encore un mot. Voici le mot qui va surgir. Et puisque je vous ai parlé aujourd'hui de l'autre en tant que ding, je voudrais terminer sur quelque chose beaucoup plus accessible à notre expérience. C'est l'emploi isolé auquel, là encore, le français réserve certaines formes spécialisées pour le prénom d'appel. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que nous représente l'émission, l'articulation, le surgissement hors de notre voix de ce toi qui peut nous venir aux lèvres dans tel moment de désarroi, de détresse, de surprise, de quelque chose que je n'appellerai pas en toute hâte la mort, mais assurément la présence d'un autrui pour nous privilégier, et autour de quoi tournent nos préoccupations majeures, et qui pour autant n'est pas sans nous embarrasser. Je ne crois pas que ce toi de dévotion où vient, à l'occasion, à choper toute autre manifestation du besoin de chérir, je ne crois pas qu'il soit simple. Je crois qu'en lui-même, il y a aussi quelque chose qui tente d'apprivoiser cet autre préhistorique, cet autre inoubliable, qui risque tout d'un coup de nous surprendre et de nous précipiter du haut de son apparition. Toi, qui contiens je ne sais quelle défense, et je dirais qu'au moment où ce toi est prononcé, c'est tout entier, et pas ailleurs dans ce toi qui surgit que réside ce que je vous ai présenté aujourd'hui comme das Ding. Et pour ne pas terminer sur quelque chose qui pourrait vous apparaître aussi optimiste, je mettrai en regard l'utilisation, le sens, le poids, l'identité de la chose et du mot tel que nous pouvons le trouver dans un autre usage isolé, tout spécialement du mot. À ce toi que j'ai appelé le toi d'apprivoisement, qui n'apprivoise rien, de vaines incantations, de vaines liaisons, il y a quelque chose aussi qui peut nous arriver quand quelque ordre nous vient de l'au-delà, de l'appareil, ou grouille ce qui, avec nous, a affaire au Dasding. C'est ce que nous répondons quand quelque chose nous est imputé, ou bien à notre charge, ou bien à notre compte. Moi? Qu'est-ce que c'est que ce moi? Moi tout seul. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un moi d'exclusion, un moi de rejet, un moi de très peu pour moi? Ainsi, dès son surgissement, dès son origine, le moi en tant qu'il s'expulse lui aussi par un mouvement contraire, le moi en tant que défense, en tant que d'abord et avant tout moi qui rejette et qui dénonce, loin d'annoncer, ce moi dans cette expérience isolée de son surgissement, qui est peut-être à considérer comme étant son déclin originel,
ce moi ici s'articule. Et c'est de lui que nous reparlerons pour la prochaine fois, aller plus loin dans ce que, en quoi l'axiome, la morale, se présente comme expérience de satisfaction.